Merci beaucoup. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, c'est souvent un peu impressionnant d'être encore vivant et puis d'entendre de si belles choses dites de soi. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ces mots. Euh, donc, je vais essayer de vous donner le meilleur que je peux, dans le temps que je peux. Et on va voir si vous avez quelques questions. On va également apporter des réponses simples et pratiques aux questions que vous avez. Bien. La première chose que j'ai envie de dire, c'est ce n'est pas évident de savoir exactement ce qu'on va faire demain. Parce que à l'âge auquel on nous demande de prendre ce genre de décision, nous sommes naturellement troublés par nos hormones. Vous savez qu'à partir de 13 ans, 14 ans, le corps de l'enfant change. Les muscles sautent, les pectoraux sautent. Le corps change. Et il y a énormément d'hormones nouvelles que notre cerveau commence à sécréter et on n'est pas encore habitué à ça. Et ça crée un déséquilibre. Tout le monde est passé par cette phase d'adolescence où on veut s'affirmer, où on ne croit plus en ce que nos parents disent. On veut découvrir notre propre personnalité, où on commence à avoir un esprit grégaire. Ça veut dire qu'on a envie d'être avec les gens de notre âge. On fonctionne en groupe, on ne fonctionne pas individuellement. Et c'est à cette période-là où on nous demande de prendre une décision aussi importante que là où on va terminer notre carrière. Donc c'est normal que beaucoup de personnes à cet âge-là prennent de mauvaises décisions. C'est un peu normal. C'est pas qu'ils ne sont pas conscients, ils ne veulent pas, mais les hormones et tout ça, ça dérange un peu. Voilà. Maintenant, comment faire pour savoir vraiment là où on a envie d'arriver? Je vais vous donner 2 ou 3 pistes. Pas spirituelles, mais qui sont spirituelles quand même. La première chose que vous devez faire pour savoir quel est le bon chemin pour vous, la première chose, c'est de vous allonger sur le dos quand vous allez arriver à la maison, ou peut-être que vous allez le faire ici. Vous fermez les yeux et vous ne restez pas en 2024. Vous allez en 2040. Donc c'est dans 15 ans. OK? Donc on est dans 15 ans. On n'est pas aujourd'hui, on est dans 15 ans. Et dans 15 ans, le système qu'on connaît aujourd'hui aura changé. Hein? Par la grâce de Dieu, il a déjà pris un, il va prendre les 2 derniers. Vous comprenez de quoi il parle? Voilà. Il va prendre les 2 autres. Donc on sera débarrassé de cette génération et de tous ces problèmes et de leurs engagements et de leurs alliances, etc., qui font qu'aujourd'hui on est dans quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Par la grâce de Dieu, on sera sorti de ça. Donc ce sera de nouveaux dirigeants que nous avons, une nouvelle dynamique, une nouvelle génération, etc., etc. On aura laissé très loin les choses qu'on a connues. Voilà. Et donc on est en 2040, c'est de nouveaux dirigeants, une nouvelle Côte d'Ivoire, des gens avec un autre esprit différent qui gèrent. On est en 2040 et on va estimer que, deuxième élément, vous avez réussi. Vous avez réussi. C'est-à-dire que quand vous-même vous regardez, vous sentez que vous avez réussi. Quand vous levez le matin, vous sentez que vous êtes fier d'avoir réussi. Et non seulement vous sentez que vous avez réussi, mais votre conjoint ou votre conjointe, si vous êtes marié, est également fier de vous parce que vous avez réussi. Et puis vos voisins autour vous présentent comme un modèle de réussite. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui vous dites que vous avez réussi, mais les gens voient que vous n'avez pas réussi. Tout le monde autour de vous sait que vous avez réussi. Et vous êtes cité en modèle de réussite. Et on est lundi matin. Il est 7 heures. Vous avez fini votre prière du matin. La journée doit commencer. Vous devez maintenant imaginer votre journée idéale. À quoi correspond votre journée idéale? Déjà, vous rêvez dans quel genre de maison? Bon, à côté de qui encore? Avec qui d'autre que vous? Mais on est dans la journée parfaite. Hein. On n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dur. Vous ne savez pas comment vous allez le faire. Mais là, on est dans la journée parfaite. Vous avez réussi. À quoi ressemble la maison? Peut-être que vous sortez, vous allez au travail. Montez dans quel genre de voiture? Quelle couleur? L'intérieur est comment? Peut-être que c'est vous qui conduisez, peut-être qu'on vous conduit. Vous allez au travail. Le travail correspond à quoi? Est-ce que vous allez travailler dans une villa basse ou plutôt dans un immeuble? Si c'est dans un immeuble, quel étage? Et quand vous arrivez, peut-être qu'on vous salue en tant que qui? Vous êtes qui? Et du matin jusqu'à midi,
qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi que vous allez faire concrètement? Vous allez, ne me dites pas j'ai travaillé, oui, mais concrètement, vous allez faire quoi? De 7h ou de 8h à midi, là, qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, à midi, à l'heure de la pause, vous faites comment? Vous déjeunez sur place ou vous descendez pour aller déjeuner quelque part? Si vous descendez, vous allez déjeuner dans quel genre d'endroit? Avec qui? Pour parler de quoi? Quand le déjeuner est fini, l'après-midi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous revenez au bureau ou bien vous faites d'autres choses? Et quand la journée est finie autour de 17h30, 18h, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez directement à la maison ou alors peut-être que vous avez d'autres activités? Et puis ensuite, à quelle heure vous rentrez à la maison? Quand vous rentrez à la maison, vous croisez qui? Vous faites quoi? Jusqu'à ce que l'heure de dormir arrive. Vous devez penser à votre journée idéale. Quand vous avez votre journée idéale dans la tête et que vous savez que c'est comme ça que doit être ma journée idéale, quand j'ai réussi, on fait maintenant le chemin inverse. Pour avoir cette vie, pour être cette personne, quel genre de connaissances je dois avoir aujourd'hui? Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Quel genre de connaissances je dois avoir aujourd'hui? Si je suis à la tête de ma propre entreprise, ok, donc ça veut dire qu'il faut que ça gère. Si mon entreprise est dans, je sais pas moi, le bâtiment, mais aujourd'hui je connais rien au bâtiment, quelles sont les connaissances que je dois avoir aujourd'hui pour que dans 10 ans, dans 15 ans, ça soit ma journée idéale? Ça, c'est la première façon de regarder. Ok? Mais ça, c'est personnel. Je ne peux pas, moi, seul rêver avec vous lorsque vous allez être allongé et penser à votre journée idéale. Chacun a un idéal, ok, dans sa tête. Et c'est ça que vous devez aller chercher. Quand vous avez ça, ça c'est mon idéal de vie, c'est à ça que ça doit ressembler, c'est à ça que ça va ressembler. Quelles sont les connaissances qu'il me faut acquérir aujourd'hui pour que ça soit une réalité demain? Donc c'est comme ça qu'on prend la décision. Ok? Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 40 ans. Je suis à la tête de mon entreprise. Je suis consultant. C'est exactement ce que j'avais envie de faire. Quand j'avais 24-25 ans, il a dit qu'à 40 ans plus tard, il doit être DG. J'ai loupé de 2 ans, mais il s'est arrivé. Ok? Donc c'est bon d'avoir un thème. C'est un rêve. Je vais être DG un jour là, on ne sait pas c'est quand. Ok? Donc moi j'avais une date. J'avais un âge précis, 40 ans DG. Donc 40 ans DG, 25 ans, je rentre en multinationale. Donc il me reste 15 ans pour faire le parcours. Donc je compte quels sont les échelons entre ma première position et la position de DG. Il y avait 7 échelons à gravir. Donc ça fait que je dois passer au maximum combien de temps par poste? 2 ans. Donc quand moi, après 2 ans, je change de poste, les gens trouvent que je suis instable. Mais instable par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que vous comprenez? On n'a pas les mêmes réalités. Il y en a qui aspirent à devenir peut-être DG à 55 ans. Moi, je voulais DG à 40 ans. Donc là où toi, tu as 15 ans pour réaliser ton objectif, moi, j'ai que 15 ans pour parcourir les échelons. Donc, mon évolution, ma carrière, ma façon d'avancer n'a rien à voir avec ce que d'autres personnes ont eu. Mais malheureusement, on veut regarder tout le monde dans le même prisme. On veut que tout le monde ait le même chemin, le même schéma, etc., etc. Et ça ne va pas fonctionner comme ça. Vous comprenez? Donc ça, c'est la première façon de faire. Où est-ce que je vais être? Et par rapport à ça, je cherche les éléments qu'il me faut pour pouvoir y arriver. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est une tendance qui a commencé et qui ne va pas s'arrêter. Vous avez tous des smartphones, n'est-ce pas? Ok. Donc, dans le smartphone, au départ, il permettait d'appeler uniquement le téléphone. Et puis après, ils ont fait quoi? Le smartphone permet de faire... Qu'est-ce que vous faites avec vos smartphones aujourd'hui? Prendre des photos. Donc, on a pris l'appareil photo et qu'est-ce qu'on a fait? Ok, donc, je cherche un mot. Qui va trouver le mot là? Ça commence par M. M-I. Good, c'est ça. Donc, on a miniaturisé l'appareil photo et on l'a mis dans le téléphone. C'est devenu une application. Donc, le monde a pris un virage. Le virage de la miniaturisation. On a pris quoi? Qu'est-ce que vous faites d'autre avec le smartphone? On écoute la musique. Donc, on a pris les baffes, les écouteurs, etc. On a miniaturisé et on l'a mis dans le téléphone. Vous faites quoi d'autre encore avec le smartphone? On lit des documents. Donc, on a pris l'écran, on l'a mis à l'intérieur. On fait quoi d'autre? On peut prendre des notes. Donc, on a pris la machine à écrire, etc. Tout ça. Et on a mis à l'intérieur. Souvent, vous avez un document, vous voulez l'avoir. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone?
On scanne, on a pris le scanner, on a miniaturisé et on a mis à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est une tendance qui ne va pas s'arrêter. En fait, on est rentré dans l'ère de la miniaturisation, où on prend des choses qui sont à l'extérieur, qui sont encore volumineuses, et on les miniaturise jusqu'à ce que ça rentre dans un appareil, un tout petit appareil. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une tendance qui ne va pas changer. Okay? Tout ce que vous voyez dehors, il est très fort probable que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ces choses-là soient miniaturisées et soient mises à l'intérieur d'un smartphone ou d'un autre équipement. Okay? Et donc ça, c'est une grande tendance qui arrive. Et pendant que ça se fait, en tout cas, en Afrique ici, on est encore hors de, on est hors de l'équation. Hein? C'est comme si on vit sur une planète à part. On n'est pas concerné ou on ne semble pas concerné par ça. Mais c'est important qu'on comprenne qu'on soit concerné par ce genre de choses. Il y a 10 ans, peut-être, je dis, ok, disons 7-8 ans, je rentrais chez EcoBank. On était dans les années 2000, je suis rentré chez EcoBank en 2020. Mais j'étais chez Orange en 2006, je suis rentré chez Orange en 2012 jusqu'à 2017. Et déjà en 2012, on parlait de machine learning. Quand je dis machine learning, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ok, machine learning en 2012, 2013, 2015, on parlait de machine learning. En 2020, quand je suis arrivé, on parlait vraiment de machine learning, apprendre à nos machines à comprendre ce que nous étions en train de faire, nos processus, etc., etc. Et 2023, ça n'a pas manqué, l'intelligence artificielle est arrivée. Ok, voilà, et c'est une innovation incroyable. C'est, selon les experts, c'est l'une des plus grandes révolutions. De la même façon qu'à un moment donné, l'Internet a été une grande révolution qui a changé tout, l'intelligence artificielle est une grande révolution qui va changer tout. Donc vous ne devez pas être en dehors. Ok? On dit souvent, on essaie de se faire peur en se disant que l'intelligence artificielle va nous remplacer. Non, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer. Les gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle vont remplacer les gens qui ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle. Est-ce que vous comprenez? Souvent on dit il faut avoir peur, non, etc., etc. Avant, si on voulait avoir des images aériennes, des images du haut, qu'est-ce qu'il nous fallait? Un hélicoptère, un pilote, un caméraman. Aujourd'hui, il nous faut quoi? Un drone. Donc, on va dire que le pilote de l'hélicoptère a perdu son job. On va dire que le caméraman a perdu son job. On va dire que... Non, en fait, les deux ont été remplacés par quelqu'un qui sait piloter un drone. Vous voyez? Donc, c'est pas que on dit des métiers disparaissent. N'ayons pas cette peur-là. Les métiers ne vont pas en tant que tel disparaître. Mais les gens qui maîtrisent la technologie vont remplacer les gens qui ne maîtrisent pas la technologie. Donc, au lieu de mettre ma vie en danger, de me mettre dans un hélico qui peut tomber à n'importe quel moment, c'est mieux qu'au lieu d'être pilote d'hélico, je devienne maintenant pilote de quoi? De drone. Donc, si je suis pilote de drone, ma vie est préservée, le drone peut tomber. Mais moi, je suis à terre. Vous comprenez? Donc, il est préférable pour moi de faire avancer mon métier plutôt que de rester figé. Okay? Donc, quand vous comprenez que la miniaturisation est en train d'arriver, les métiers là vont commencer à s'incorporer les uns aux autres. Je ne suis plus juste un pilote d'hélicoptère, je dois être un pilote de drone, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de moi également que j'ai des compétences en cadrage. Parce qu'avant, moi, il pouvait juste me contenter de voler, mais il ne savait pas cadrer, il fallait que quelqu'un d'autre cadre. Aujourd'hui, si je ne veux pas être dépassé, je dois non seulement savoir voler, mais aussi, je dois avoir la compétence de savoir cadrer. Et vous allez voir que tous les métiers vont arriver ainsi. Ok? On va prendre des métiers qui sont là, très anciens, comme la comptabilité. On a toujours besoin de gens pour faire la comptabilité. Mais les gens qui maîtrisent que la comptabilité normale vont se faire remplacer par les gens qui savent maîtriser tous ces nouveaux logiciels avec l'intelligence artificielle pour pouvoir faire. Donc la machine va faire plus rapidement le travail du comptable, mais il faut bien toujours quelqu'un derrière pour vérifier que le travail a été bien fait. Il faut quelqu'un pour entraîner cette machine. Il faut quelqu'un pour donner les bonnes instructions à la machine. Et donc, on n'attend plus que ce soit toi qui viennes faire la chose de façon manuelle. Il y a une machine qui peut le faire de façon manuelle, mais toi, tu dois être capable de donner les bonnes instructions à la machine et tu dois être capable de savoir si ce que la machine sort comme rendu est conforme à ce que tu avais demandé. Est-ce que vous comprenez? C'est le chemin que nous sommes en train de prendre. Ok?
Voilà, on disait il y a quelques années que les illettrés, c'était ceux qui ne savaient pas lire et écrire. On a dépassé ce stade. On a dit que les illettrés, c'était ceux qui ne savaient pas maîtriser l'informatique. On a dépassé ce stade. Aujourd'hui, les illettrés, c'est ceux qui ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle. OK? Voilà. C'est bon? Donc, voilà les deux façons que j'utilise pour orienter la majorité des gens qui viennent. Et ça règle les problèmes de 99% des gens. On est dans une ère de miniaturisation. La machine va nous aider à aller beaucoup plus vite. Comment est-ce que tu peux arrêter d'être uniquement quelqu'un qui est unijambiste, qui ne sait faire qu'une seule chose, ou manchot, tu ne sais faire qu'une seule chose, mais comment tu peux être quelqu'un qui sait intégrer de nouvelles activités? Comment vous allez faire pour devenir des acteurs clés de cet écosystème-là? C'est d'être curieux. C'est d'être curieux. On a dit enfant que la curiosité est un vilain défaut. Aujourd'hui, je dis, la curiosité est une excellente qualité pour avancer dans la vie. Ok? C'est ceux qui sont curieux aujourd'hui qui avancent. Ceux qui ne veulent pas être curieux, vous allez être surpris, vous allez être dépassés. Ok? Voilà. Donc, ça évolue tellement vite, vous ne devez pas rester en marge. Et comme on est dans un cadre chrétien, je peux profiter pour bénir Dieu. Pour un homme qui s'appelle Sam Altman. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce monsieur? Sam Altman. C'est le patron d'une société qui s'appelle OpenAI. Donc, ça veut dire que pendant 10 ans, les sociétés étaient en train d'entraîner les machines. OK? Et ça a coûté des milliards pour le faire. Et puis lui, il a eu une révélation. Il s'est dit, je veux rendre ça accessible gratuitement à tout le monde. Et quand il l'a fait, tous les autres qui étaient en train de se préparer ont été obligés aussi de suivre le même modèle. Donc, grâce à lui, imaginez un seul instant si l'Afrique devait payer pour pouvoir avoir accès à ce genre de technologie. Le gap allait devenir monstrueux. Mais Dieu merci, on a la possibilité de rattraper le gap que nous avons à faire. Okay? Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Troisième secret que je vais vous donner pour savoir dans quoi vous orienter. Quand vous étudiez un peu, si vous faites un peu des cours de développement personnel, il y a ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. Johari, c'est J-O-H-A-R-I. J-O-H-A-R-I. La fenêtre de Johari. Qui dit que, en fait, dans la connaissance que nous avons de nous-mêmes, il y a 4 cases. La première case, c'est ce que nous savons de nous et ce que les autres savent de nous. Ok? Là, on est en plein dans la conscience. La deuxième case, c'est ce qu'on appelle le jardin secret. C'est-à-dire, c'est les choses que nous savons de nous, mais que nous ne voulons pas exposer à tout le monde. C'est notre intimité. Ok? Il y a une quatrième case qui est la case de ce que nous-mêmes, nous ne savons pas de nous et ce que les autres ne savent pas de nous. C'est-à-dire qu'une situation se passe. Je bénis Dieu, ça ne va pas arriver. Mais peut-être qu'il y a un lion qui sort par ici. Okay. Et dès que le lion a fait, tu soulèves l'homme de Dieu, vous allez sauter la clôture. On dit, mais on ne savait pas que tu savais sauter la clôture à une telle vitesse, avec quelqu'un sur le dos. Toi-même, tu ne savais pas ça de toi. Personne aussi ne savait ça de toi. Mais il y a ce genre de capacité que nous avons là. Et ça, les épreuves arrivent pour nous aider à toucher à ces capacités-là. OK? Et la troisième qui est nécessaire pour s'orienter, c'est la quatrième case. C'est-à-dire ce que les autres savent de toi, que toi-même tu ne sais pas de toi. OK? Justement, on vit en société parce que les autres nous aident à nous découvrir. Et donc, comment savoir les talents que vous avez? Il y en a que vous connaissez, que vous découvrez très tôt à l'enfance. Et il y en a que vous ne connaissez pas. Ces talents-là, généralement, votre succès se trouve à l'intérieur. Et c'est les autres qui le voient. Par exemple, il y en a plusieurs types. Quand il s'agit d'organiser, tout le monde veut que vous soyez le MC, que vous soyez le chef du protocole. Vous ne savez pas pourquoi tout le monde veut que ce soit vous. Mais parce qu'en fait, les autres autour, ils voient que quand vous faites ça très bien. Et vous le faites sans effort, et vous le faites mieux que tout le monde. Donc, il y a des talents que vous avez que vous ne voyez pas, mais que les autres voient. Et donc, vous devez, à partir de maintenant, commencer à être ouvert au feedback. Regardez, quels sont les services que les gens vous demandent généralement? Quand les gens viennent vous parler là, de quoi est-ce qu'ils vous parlent en particulier? Vos mêmes amis là,
Ils ont beaucoup de problèmes. Mais quand ils vous appellent, là, c'est toujours des problèmes qui sont dans un seul genre en particulier. Et tout le monde semble venir vers vous pour ce type d'information en particulier. Ça veut dire qu'ils ont vu une capacité et une compétence en vous à développer sur ce domaine-là, que peut-être que vous ne voyez pas encore. Donc à partir de maintenant, soyez attentifs. Commencez à regarder. Quels sont les feedbacks que les gens m'envoient? Qu'est-ce que les gens me demandent généralement? Quels sont les services que les gens me demandent à part donne-moi l'argent? Ok? Ouais, donne-moi l'argent là, tout le monde demande ça. Mais à part donne-moi l'argent, quelles sont les autres choses que les gens me demandent de faire? Où est-ce que les gens insistent pour me voir? Pourquoi on me sollicite? Ces éléments-là vont vous permettre de déterminer en fait des endroits qui sont des canaux de développement, là où vous allez exceller. Et puis le quatrième et le dernier canal dont je vais parler, c'est le canal des épreuves. J'ai parlé de la quatrième case où il y a les épreuves là, mais je vais développer ça, mais vraiment légèrement. Le canal des épreuves. Les épreuves sont importantes pour nous permettre de découvrir des choses qui sont en nous qu'on ne savait pas que c'était en nous. Ok. Imaginez que vous avez un gars, il est premier du CP1 à la troisième, on l'oriente au scientifique. Bon, il pensait qu'il était un génie, mais là-bas, il est redevenu un homme. Les scientifiques transforment les génies en hommes. Donc, ce qu'il a su, il a un bon bac, bac C, mention bien. Il rentre à l'INP, 2 années de prépa, il sort, il passe un concours d'entrée en cycle ingénieur, il arrive 4e au concours, il fait le cycle d'ingénieur, il finit ses études, il va en Angleterre, fait un stage linguistique de 6 mois. À votre avis, quelqu'un comme ça, quand il doit rentrer d'Angleterre, à quoi il s'attend en rentrant au pays? Un green card, un bon poste, un emploi bien payé, avec beaucoup d'avantages. Maintenant, si on vous dit que ce gars, il rentre et puis fait 2 ans de chômage. Deux ans. Je n'ai pas dit 2 mois. 2 ans. 2 ans. Okay. Donc, bon, c'est mon cas. C'est mon cas. Donc, quand j'étais au milieu de ces 2 ans en train de chercher du boulot, je ne comprenais pas à quoi ça allait servir. Pourquoi cette souffrance émotionnelle, physique, intellectuelle, etc., etc. Surtout que je n'étais pas le plus nul à l'école. Surtout que les gens avaient parié que non, toi, c'est sûr que ça va se décanter rapidement pour toi. 2 ans. Ok. Et même quand toi, tu entends les offres, tu appelles tes amis pour dire, ah, bon, toi, tu n'as pas encore trouvé non bon, allons-y, déposer ça là-bas, on va voir. Et on les prend eux. Et puis, on ne te prend pas toi. Donc, à un moment, tu te dis, mais si je vois maintenant les offres là, je ne montre plus à quelqu'un. Et même quand tu ne montes plus, tu t'en vas, on ne te prend pas encore. Tu vois, tu as servi le diable gratuitement. Jusqu'à ce que finalement, je comprenne en fait comment on fait pour trouver un emploi. Et quand j'ai trouvé comment on fait pour avoir un emploi, ça a explosé. Move, Comium, Orange, Orange Money, MTN, Standard Chartered Bank, EcoBank, AFG, Berry Digital, etc. En l'espace de 20 ans, j'ai fait pratiquement une dizaine de multinationales de premier plan en Côte d'Ivoire et à l'international. Mais ça a commencé par quoi? 2 ans de chômage. Mais qu'est-ce qu'il a appris pendant les 2 ans? Pendant les 2 ans, j'ai appris que quelqu'un peut finir ses études, être vraiment bien diplômé, vraiment compétent et ne pas trouver du boulot. Pas parce qu'il ne veut pas, ou parce qu'il n'est pas motivé, ou pas déterminé. Parce que moi, j'étais motivé, déterminé, et je me suis battu pendant ces 2 ans pour trouver des choses. Mais il y a une méthode, il y a une façon de faire. Et cette façon de faire là, je ne l'avais pas acquise à l'école. Mais ce que je ne savais pas, ou ce que j'ignorais, c'est que quand en 2010-2011, je vais commencer à expliquer cette méthode aux gens, je ne savais pas que des dizaines de milliers de personnes allaient trouver du boulot grâce à cette méthode. Donc en fait, je devais moi-même expérimenter ce que ça fait. Pour que quand je vois un gars qui a du mal à trouver du boulot, j'ai compassion pour lui. Parce que je me vois en lui. Vous comprenez?
Et pour faire ce genre de formation, on a fait ça en Côte d'Ivoire, il fait tournée internationale. Je suis parti moi-même, c'est pas quelqu'un qui m'a invité. Moi, mais il prend mon billet d'avion, mon gars. Burkina, Mali, c'est ça non? Burkina, Mali, Guinée. Et après, je suis revenu. Togo, Bénin, Cameroun, Sénégal. Parce que le problème de cette jeunesse qui n'arrive pas à trouver du boulot là, c'est comme si c'est ouest africain, jusqu'à Afrique centrale là-bas. Mais c'est juste des petites méthodes qu'il faut. Changement de mindset, de bonnes techniques qui marchent, et puis ça décolle. Donc, aujourd'hui, je peux le dire. Ah ouais, ok, c'est bon. Donc, il y a formé des milliers de personnes, j'ai une méthode qui marche bien, etc., etc. Mais s'il y avait eu le choix d'éviter de passer par les 2 ans, hein, j'aurais dit non, je préfère éviter les 2 ans. 2 ans de galère. Mais aujourd'hui, quand je regarde les fruits que produisent les 2 ans de galère, je me dis, ça a été une grande bénédiction pour moi de passer par ces 2 ans de galère. Ok. Beaucoup de personnes ont tenté de faire les choses parce qu'eux, ils voient les foules, ils voient l'argent. Mais quand il n'y a plus la foule, quand il n'y a plus l'argent, ils font quoi? Ils laissent. Et moi, je continue. Pourquoi moi, je continue? Parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est les gens qui sont en train de souffrir. Les gens qui sont en train de faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de chômage. Tu parles avec eux pendant 30 minutes, 1 heure. Et sa vie décolle. Ça, moi, ça me motive. Donc, vous allez avoir des épreuves. Vous allez avoir des chemins qui peuvent être délicats. Des situations difficiles. Pendant que vous traversez ça, je sais que c'est dur. Mais il va faire son travail, hein, d'homme de Dieu. Persévérer, ok? Traverser ce temps-là. Parce que demain, devant, sera une très bonne chose. Ok? Quatrième chose. Cinquième chose que j'ai envie de dire. Quand vous allez commencer à travailler, vous devez faire ce qu'on appelle anticiper les trends. Anticiper les tendances. Quelles sont les tendances qui ont commencé ailleurs, qui risquent de se faire ici? Ok? Quelles sont les tendances? Je travaille dans les télécoms et au départ c'était appel, SMS, etc., etc. Mais très vite on s'est rendu compte que ça allait saturer à un niveau. Donc les autres pays qui ont eu les télécoms avant nous, qui ont eu le cellulaire avant nous, là, quels étaient les autres trends? Qu'est-ce qui s'est passé après? Et très vite je me suis rendu compte que le télécom là, c'est les services financiers qui vont devenir la chose. Et je me suis rendu compte que le télécom allait toucher la banque. Donc pendant que tous mes amis étaient en train de voir comment on fait pour mettre 5 francs sur le prix, moins 5 francs sur le prix, moi j'étais en train de regarder quels sont les services financiers. Quels sont les services financiers? Comment est-ce que ça va devenir? Ok? Et à un moment donné, il y avait Orange, j'ai fait Orange Money. Ils avaient besoin de quelqu'un qui allait venir porter le truc à un autre niveau. Et quand on a fini de faire l'entretien, moi j'étais préparé. Parce que moi depuis 2012, moi j'ai commencé à regarder. Donc, c'est quelqu'un qui regarde depuis 4 ans. Comment ça évolue? Et puis toi, tu regardes ça depuis 2 mois parce que tu as vu un post et ça t'intéresse. On ne peut jamais avoir le genre de conversation. Tu ne peux jamais avoir le genre de conversation que moi j'ai. Parce que quand moi j'ai fini l'entretien là, non, c'est moi qui ai fini de faire un cours à tous les membres du jury. Voilà, il a fini de leur expliquer où est-ce qu'on s'en va, d'où on vient, quels sont les trucs, qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Je prends la position. Mon boss me dit fais un plan sur 1 an. Mais il fait un plan exprès sur 3 ans. Et quand il va présenter au DG, le DG lui dit, c'est pas un plan de 1 an que tu as fait, c'est un plan de 3 ans. En fait, moi, j'ai besoin de voir où on s'en va. Mais en fait, tu viens de me montrer où on doit arriver. Et que si même tu as pu faire juste 10% ou 20% de ce plan-là cette année, tu auras droit au bonus. Okay. La première année où Orange Money a fait 5 milliards de revenus en 1 mois, c'est lorsque je suis devenu manager Orange Money. Le succès est la fille de la préparation. Yes. Wow. Ce que la préparation enfante là, c'est le succès. C'est inévitable. Okay. Quand il n'y a pas de succès, tu cherches bien, tu vois, il n'y a pas beaucoup de préparation. Mais quand il y a de la préparation, le succès est inévitable. Inévitable. Vous comprenez? Donc moi j'étais là, moi j'étais en train de me préparer, je regardais, et donc moi je voyais que ce qui était dans ma tête, hein, c'est que les télécoms allaient toucher la banque. Donc j'étais en train de me dire, un jour Orange va vouloir faire une banque.
Donc, moi, j'étais en train de me préparer. Voilà la banque. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que la banque était en train de venir vers le télécom. Donc, les banques ont commencé à lancer des banques digitales. Et donc, quand on lance une banque digitale, on cherche quelqu'un qui va venir faire la jonction entre le télécom et la banque. Et moi, ici, quelque part au Cameroun, là-bas, et on fait l'appel d'offres et on va me chercher pour venir être directeur de la banque digitale, Standard Chartered Bank, ici. Oh ouais. Donc, d'une part, il y a où on veut aller, etc., etc. Mais d'autre part, la carrière que j'ai eue là, j'ai préparé ma carrière. J'ai planifié ma carrière. J'ai orienté ma carrière. J'ai regardé où est-ce qu'on s'en va. Là où on s'en va, là, ça peut finir où? Qu'est-ce qui vient après? Vous savez quelle est la force des plus grands attaquants au football? Ce n'est pas de savoir où la balle est, c'est de savoir où la balle va arriver. C'est ça qui fait qu'il marque. Parce que quand on tire comme ça, il sait que ça va arriver vers là. Donc il va comme ça, quand il saute, quand il se place, au fond. Un autre star, Didier Drogba, est connu dans le monde entier pour ça. Parce que c'est incroyable comment il peut sortir un but de là même il n'y a pas d'occasion. Ok? C'est ça, commencez à regarder. Pas où on est aujourd'hui. Où est-ce qu'on va arriver? Hein? Où est-ce qu'on va arriver? Où est-ce qu'on va arriver? Tout ce que nous sommes en train d'essayer de faire, ce que moi personnellement je suis en train de faire aujourd'hui là. C'est pas que si on dit, on m'appelle pour me dire non, viens dans le gouvernement, tout ça. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais forcément là, c'est pas génération. C'est pas ça. Regardez au Sénégal, qui est le président? C'est lui, Faye. Mais qui est son premier ministre? Sonko. Ils étaient ensemble dans la chambre d'université. Il y a une photo où on a montré quand ils étaient dans la chambre d'université et puis le gouvernement qu'il a fait. C'est pas génération. Le pouvoir là, c'est pas génération. Donc, notre génération là, de façon inévitable, va prendre le pouvoir. Maintenant, quand ça sera notre temps de prendre le pouvoir là, à quoi est-ce que je suis en train de me préparer aujourd'hui pour cette période? À quoi je me prépare aujourd'hui? À quoi je me prépare aujourd'hui? À quoi toi tu te prépares aujourd'hui? Ok? À quoi tu te prépares? À quoi tu te prépares? Hein? Voilà. Il n'y a pas fait le spirituel. Mais si on parle de David, qu'on est venu chercher comme berger pour être roi, mais qu'est-ce que David a dit? Pendant qu'il était derrière les brebis là-bas, là, quand les lions arrivaient, il faisait quoi? Il se battait déjà avec les lions. Donc toute la préparation qu'il a eue pendant qu'il était caché là-bas, comme berger là, lorsqu'il s'est agi de trouver maintenant un roi qui peut être un guerrier conquérant, il était exactement la personne qu'il fallait. Vous voyez? Donc c'est ça un peu, il faut regarder. Donc, comment s'orienter, dans quoi s'orienter? Je vous ai donné plusieurs pistes. Allez regarder. Soyez un peu curieux. Regardez, ok, aujourd'hui on est ici. Où est-ce que ça peut aller? Où est-ce que ça va aller? Aimez voyager. Aimez voyager. Les Ivoiriens n'aiment pas voyager. Aimez voyager. Faites un passeport. Hein? Voilà. Faites un passeport. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, il faut un prétexte, il faut un support. Ok? Dieu veut te faire voyager, mais tu n'as pas de passeport. Dans quoi on va mettre le visa là? Ok? Aimez voyager. Quelqu'un a dit dans ta paume. Ok? Aimez voyager. Allez regarder. Allez regarder. Allez découvrir. Allez découvrir. Quand je faisais mes études en Angleterre, dans les années 2004-2005, il y avait un truc qui était très à la mode en Angleterre. C'était les écoles de design. Écoles de design. Et donc, j'étais là, j'ai dit, mais école de design. Je n'ai jamais entendu qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qu'on appelle école de design. À quoi sert le design? On dit non, c'est eux qui dessinent les choses et tout comme ça. Je dis, mais ça sert à quoi? Aujourd'hui, regardez votre téléphone là.
Qui dessine ça? Les designers. La forme des applications. Qui dessine ça? Les designers. Donc, nous, c'est maintenant qu'on est en train de faire les écoles de design ici pour que nous, on commence à apprendre à faire les designs. Mais je vous parle de 2005. Donc, ici, on est en train de vous parler d'une affaire d'il y a 20 ans. Maintenant, imagine que il y a 20 ans, tu t'étais intéressé au design. Où est-ce que tu serais aujourd'hui? Parce que tout ce qu'on veut inventer là, ça là, qui a dessiné? C'est designer. Ça, qui a dessiné? Designer. Ça, qui a dessiné? Designer. Vous vous rendez compte qu'en fait, pratiquement tout ce qu'on fait là, c'est du design. Donc, il y a des gens qui sont payés des millions, des dizaines de millions tous les mois pour penser à des designs. Pendant que toi, tu fais quoi? Bon. Voilà. Donc, c'était vraiment ça que j'avais envie de vous dire. Si vous avez compris ces 4 ou ces 5 points, vous allez savoir vraiment là où il faut partir. Okay? Ça serait ambitieux, prétentieux pour moi de dire que je sais avec assurance où est-ce que vous devez aller, etc. Non. Mais je vous ai donné des pistes. Toutes les pistes par lesquelles je suis passé moi-même pour savoir où je suis en train de partir. Ok? Voilà. Donc, il y a des métiers qui sont incontournables, où on aura toujours besoin des gens. Tout ce qui concerne le marketing, la vente. Intéressez-vous à ça. Moi, je suis marketeur, donc je pense que le marketing, c'est le plus beau métier au monde. Mais intéressez-vous à ça. Intéressez-vous au marketing, vente, design. Ok. Aujourd'hui, dans tout ce qui concerne, même on parle d'intelligence artificielle, on parle d'applications, etc., etc. Là. Vous avez des gens qu'on appelle des UX designers. Voilà. Donc, c'est eux qui dessinent l'interface, etc., etc. Il y en a qui codent, donc il y a les codeurs qui sont là-bas. Mais il y a des gens qui dessinent l'interface. Donc, c'est des métiers qu'on ne connaissait pas, qu'on est en train d'apprendre, qu'on découvre aujourd'hui. Mais en fait, on les découvre 20 ans trop tard. Oui, non, 20 ans trop tard. Ok. Je sais que quand Dieu aura fait son travail, de les faire partie, les trois là, on va pouvoir développer. Et on aura certainement, comme c'est en train de se faire au Nigeria, on aura certainement des marques automobiles made in Côte d'Ivoire. Qui va les designer? Vous voyez, non? Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Ok? Quand on va vouloir commencer à s'industrialiser, au lieu de prendre notre café brut comme ça, on met dans les cargos, et puis ça s'en va, et puis on attend que la Suisse fabrique le chocolat pour nous ramener, pour qu'on puisse se nourrir. Quand on va vouloir commencer à transformer tout ça, il faudra des gens qui pensent à des choses. Ok? Mais ça va arriver, c'est inévitable. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas juste regarder aujourd'hui, les contingences d'aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui. Il ne faut pas regarder les 2 ans dans lesquels tu es là, au chômage. Il ne faut pas regarder ça pour espérer que, ou pour te dire que ça va ressembler comme ça. Vous savez, il me disait quelque chose. Peut-être que c'est là que je m'arrêtais. Quand pendant 2 ans, il ne trouvait pas du travail, après avoir cherché partout, il me s'est dit, certainement, si je ne trouve pas de boulot, c'est que ma place est dans une entreprise qui n'est pas encore créée. Et quand ils ont lancé Move, ils savaient que ma place était là-bas. Souvent, pour que vous trouviez du travail, on va créer une nouvelle entreprise spécialement pour vous. Vous comprenez? Il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais rester down. Okay? Les gens me demandent, mais Vega, est-ce que toi tu es down? Je dis oui, je suis down. On dit, mais à quel moment tu es down? Parce qu'on ne te voit jamais down. Je dis oui, c'est normal, parce que moi je ne suis down que quand je dors. Sinon, si je ne suis pas endormi, tu ne peux jamais me trouver down. Impossible. Ok? Souvent les gens disent, oui, mais Vega, toi, tu sais, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il dit, dans ma vie, là, ce n'est pas exactement comme ça. Il dit, non, mais ça, c'est le propre de tous les hommes. Il y a des hauts, il y a des bas. Il dit, non, dans ma vie, il y a des hauts et des moins hauts.
Toujours en haut. Il y a haut et moins haut, mais jamais en bas. Mais là-bas, comprenez? Voilà. C'est bon. Il a fait mon boulot, non? Ou bien il y a des questions encore qu'il doit. Est-ce que vous avez deux ou trois questions? Une ou deux questions? Souvent quand il parle aussi, on dit que c'est tellement simple qu'il n'y a pas de question. Il y a une question? Ok. Une question. Merci. Merci beaucoup. Moi, je veux savoir de façon concrète ce que vous avez fait pour sortir du chômage. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit qu'il faut faire quelque chose et ce quelque chose-là, de façon pratique, on veut le savoir, s'il vous plaît. D'accord. Bon, il ne voulait pas faire... il ne voulait pas faire la formation sur la méthode VK, mais bon, comme vous voulez. En fait, pour trouver un boulot, vous devez savoir faire 3 choses. Pas 5, 3. Premièrement, vous devez savoir rédiger un CV percutant et une lettre de motivation captivante. Deuxièmement, vous devez postuler à outrance, okay, en adaptant votre CV aux offres d'emploi déjà disponibles. Troisièmement, vous devez mener l'entretien d'embauche et non le subir. Si vous savez faire ces 3 choses, vous allez trouver du boulot. Maintenant, je vous explique. Comment faire pour avoir un CV percutant? Il y a 24 éléments dans le CV percutant. Je ne vais pas citer tout ça. Hein. Il y a des livres qui sont là. Si ça vous intéresse, vous allez acheter pour lire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand le recruteur il veut recruter quelqu'un, il s'assoit et il imagine un candidat parfait. Et il se dit, ce candidat parfait-là doit savoir, par exemple, faire des états financiers, il doit savoir gérer la comptabilité, il doit savoir faire ceci. Et puis, il doit avoir des capacités, des aptitudes. Il doit être rigoureux, il doit être dynamique, il doit être organisé. Ok? Voilà, et puis peut-être il faut qu'il ait un niveau de base. Donc, peut-être qu'il a un bac, ou il a un diplôme, bac plus dans ceci, etc. Et il écrit tout ça sur l'offre d'emploi. Et idéalement, il faut qu'il ait un peu d'expérience. Et quand il met ça, et nous, on n'a pas beaucoup d'expérience, quand on voit ça, on est découragé. C'est pas ça? En fait, vous prenez les offres d'emploi et vous vous auto-disqualifiez. Alors que nous autres, nous prenons les offres d'emploi et nous nous auto-qualifions. Ce que nous faisons ce qu'on appelle l'anticipation de compétences. C'est-à-dire que le recruteur, il dit que tu dois savoir faire des états financiers. Tu ne savais pas encore faire des états financiers. Mais ce poste t'intéresse. Donc, qu'est-ce que tu écris sur ton CV? Excellente maîtrise des états financiers. Ok? Il dit, il cherche quelqu'un qui maîtrise parfaitement Excel. Donc, qu'est-ce que tu écris sur ton CV? Excellente maîtrise de Excel. Il dit, il cherche quelqu'un de rigoureux, dynamique, organisé. Tu es devenu comment? En fait, tu ne savais pas que tu étais comme ça. Mais c'est comme ça que tu es. Ok? Tu te découvres. Hein? C'est comme ça, et suis. Ok? Ok? Donc, quand tu as fini de faire ça et que tu envoies, et que le recruteur reçoit ce CV, qu'est-ce qu'il se dit? C'est le candidat quoi? Idéal. J'avais imaginé quelqu'un comme ça, je ne savais pas qu'il existait. Toi, mais tu ne savais pas aussi que tu existais. Ok? Maintenant, il y a un problème. Parce que quand il t'a vu comme ça, il va faire quoi? Il va t'appeler. Viens. Ok? Donc, il y a deux attitudes. Soit on décide d'être des menteurs. Ok? Ou alors, entre le moment où on postule et le moment où ils vont nous appeler, qu'est-ce qu'on doit faire? On va se former. Donc, on fait l'anticipation de compétences. Il dit, il veut un gars qui maîtrise Excel. Je ne maîtrise pas parfaitement Excel. Mais je ne sais pas encore où j'ai vu une offre comme ça. Donc, au lieu de dire, je ne postule pas, j'allais me former. Puis si demain, un jour, ça vient, j'ai postulé, je postule en même temps en disant que je maîtrise. Et une fois que j'ai fini de postuler, il fait quoi? Je bosse, je veille à ce que je maîtrise parfaitement. Et quand j'arrive à l'entretien, il parle. C'est pas ça? Donc, je fais l'anticipation de compétences. C'est comme ça on fait. Donc, quand tu as compris l'anticipation de compétences, s'il y a 10 offres d'emploi, tu peux postuler auquel? Au 10. Parce que ceux qui disent qu'ils cherchent là, tu dis que c'est toi. Maintenant, quand tu as fini de postuler, tu fais quoi? Tu vas bosser pour devenir cette personne. Maintenant, il peut y avoir un seul problème. Là, il a fini de dire ça. Et tu es venu à la prière. Tu dis, VK a dit de postuler seulement, de dire que je maîtrise. Donc, tu as écrit que tu maîtrises. Eh bien, on t'appelle. Comment tu t'appelles? Guillaume. On dit, allô, oui, mais c'est Guillaume, vous allez bien? Oui. On vient de recevoir votre CV là.
il est excellent. On a vu dessus que vous êtes beau en Excel et on cherchait quelqu'un comme ça. Vous êtes où actuellement? Je suis actuellement derrière Chic Shop. Ça tombe bien, on est au carrefour de la PMI là. Venez en même temps. Non, là, tu fais comment? On n'a pas eu le temps de bosser. Mais ils disent de venir. Non, là, tu fais quoi? Tu dis, monsieur, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne viens pas. Il va dire, non, viens. Tu dis, mais c'est moi qui ai dit, il travaille, non? C'est moi qui ai dit, il ne vient plus. Il y a quoi? Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé d'aller à un entretien d'embauche. C'est toi qui dis tu veux venir, non? C'est toi au même temps que tu dis je ne viens pas. Ok? Ou alors tu peux dire bon, vraiment je devais venir, je voulais vraiment venir, mais j'ai besoin d'une semaine. Dans une semaine, je viendrai. Il y a deux cas de figure qui peuvent se passer. Premier cas, ils ont vraiment besoin de quelqu'un urgemment, donc ils ne vont pas te prendre. Mais tout qu'on fait, Excel là tu ne maîtrisais pas, donc ça te fait mal. Bon, tu vaux rien et puis on dit on te prend pas. Ça te fait mal? C'est quand tu connais et puis on t'a pas pris, ça fait mal. Mais toi-même tu connaissais pas. Et puis on dit bon on te prend pas. Ça fait pas mal, vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que souvent je vois des gens, ça si ce que j'ai dit maintenant, si on m'avait dit ça, les 2 ans auraient été très raccourcis. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire un entretien d'embauche, premier tour, on vous invite encore deuxième tour, on vous invite au troisième tour, dernier tour, et puis on dit non, monsieur, vous êtes récalé. Comment vous vous sentez? Vous êtes frustré, vous êtes découragé. Pendant 2-3 mois comme ça, c'est pas ça? Hein? Si c'est un garçon, pendant 2-3 mois, il ne se lave plus. Et donc, souvent, je vois des gens qui viennent comme ça, découragés. Non, j'ai fait tout, on ne m'a pas pris. Je dis, mais avant de faire l'entretien, là, tu travaillais là-bas? Il dit non. Il dit maintenant, tu travailles là-bas? Non. Tu es découragé pourquoi? Qu'est-ce que tu as perdu? Il dit, j'ai perdu mon transport. Et quand on fait le transport, tu l'aurais cassé quelque part. On est envoyé à Djamé. Ta maman est envoyée à aller payer à Djamé. Ok? Donc, il n'y a pas de raison d'être découragé. Parce que tout compte fait, tu ne travailles pas là-bas, tu ne travailles toujours pas là-bas. Mais pourquoi vous êtes découragé? Parce que vous êtes des experts en... Je ne sais pas quel bon moyen utiliser. Mais vous êtes des experts en projection. C'est-à-dire que dès le premier jour, Coca-Cola t'a appelé pour te dire non, il y a un entretien là, non. Tu te vois où en même temps? Tu t'es déjà projeté là-bas. Voilà, c'est ça qui fait mal. Parce que tu imagines comment tu allais rentrer dans le quartier avec la voiture. Et ce que tu allais montrer aux gens avec cette voiture. Quand on dit on ne te prend pas là, c'est ça qui te fait mal. Ok? Donc, ne vous projetez plus nulle part. Restez en vous. Il y a des gens qui se promènent là, un peu dans plusieurs entreprises. Non, ne vous projetez plus. Moi, j'ai fait premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien. On dit, bon, c'est bon, monsieur, voici le contrat. Tant qu'il n'est pas signé, et se projeté nulle part, c'est chez moi. Et même quand tu signes, vous savez quoi? Tu n'es pas obligé de partir. Oui. La période d'essai, là, ou de stage, ou de quoi, ça démarre le premier jour où tu mets tes pieds. Si tu mets ton pied le premier jour, là, ça commence à compter. Donc, souvent, tu peux être là, tu as commencé à postuler à 2 offres, 3 offres, etc. Chaque fois, quand on te voit, tu es le candidat parfait, parce que tu sais maintenant comment être le candidat parfait. Donc, tout le monde t'appelle. Toi, tu fais les entretiens seulement. Et quelqu'un te dit, bon, peut-être que tu veux quoi? Moi, il y a 200, 300 000 comme ça par mois. Le gars, non, on part d'un 300 000, d'un 250 000 pour commencer. Tu dis, bon, il n'y a pas de problème, je dois commencer quand on dit 1er août. Mais après, demain, tu as un entretien quelque part. Donc, quand tu t'en vas là-bas, tu dis, ah, toi, tu voulais combien? 250 000. Mais nous, on a 300 000 pour toi. Tu veux pas ça? Il dit, si, je veux ça. Tu signes. Ok? Dans le nouveau coin, mais tu n'es même pas encore arrivé au 1er août. Hein? Donc, tu les appelles. Je ne viens plus. Elle dit, aïe. Tu n'as même pas encore commencé. J'ai dit oui. Je vous ai dit que 200, 300 000 là, c'est ce que je veux. 250 000, c'était pas bon, non.
On dit, bon d'accord, viens, on va te donner 300 000. Donc tu vas voir les gars, mais c'est toujours le 1er août. Tu as dit, mais ils donnent 300 000 juste. Qu'est-ce que vous mettez dessus? On va te donner un téléphone, on va te donner des unités, on va te donner assurance 100%. Good. Donc tu fais quoi? Tu re-signes maintenant. Et tu fais quoi de l'autre côté là-bas? Tu redémissionnes. Ouais. J'ai eu la carrière que j'ai eue. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime vraiment son boulot tant qu'on ne t'a pas proposé un meilleur emploi avec un meilleur salaire, un meilleur avantage et puis tu as laissé tomber. Vous devez quitter le camp de ceux qui cherchent du travail pour rentrer dans notre camp. Dans notre camp, nous sommes dans le camp de ceux qui refusent du travail. Et je ne suis pas une extraterrestre. Vous me voyez, c'est tout le monde qui est là. Vous comprenez? Voilà, donc ça c'est ça. Première méthode. Première chose, rédiger un CV percutant. On sait comment on rédige. Deuxième chose, vous devez postuler à outrance. Vous devez postuler 4 fois par jour, tous les jours. Combien de fois? 4 fois par jour, tous les jours. Tous les jours, 4 fois. Ok. Dès que tu vois une offre d'emploi, tu postules un peu. Hein, le matin, tu attends ton Yango, ton Baka. Ils sont en train d'attendre. Donc là, tu fais quoi? Tu postules un peu. Hein? À midi, tu veux manger quelque part, tu as commandé ta nourriture. Le temps qu'on te serve, là, tu es sur Internet, tu vois une offre. Tu fais quoi? Tu postules un peu. Ok? Le soir, en rentrant à la maison, tu attends le truc ou bien tu as passé ici. Ceux qui vivent ici, là, c'est des embouteillages monstres. C'est pas ça tous les soirs. C'est inévitable. Tu as fait au moins 1 heure là. Donc pendant cette heure là, tu peux faire quoi? Postule un peu. Voilà. Tu allais te coucher, tu as dormi vers 1 heure du matin, tu as eu envie d'aller uriner un peu, tu es allé uriner, bon, tu n'as pas encore trop sommeil, tu fais quoi? Avec combien de fois? 4 fois. Et si tu commences à faire ça, il faut que vous puissiez vous donner le défi personnel d'arriver à au moins 100 CV. Ok, au moins 100 CV. Moi, mon défi, c'est d'arriver à 100 CV. Ce que j'ai pu constater en formant des gens pendant plus de 10 ans, ce que j'ai pu constater, c'est que la majorité des gens, quand ils envoient 10 CV, on les appelle une fois. Ok? Donc, ne soyez pas découragés quand vous avez envoyé 10 CV, puis on vous appelle une fois. C'est ce qui est normal. Ok? Ça, c'est la norme. Vous envoyez 10 CV, on va vous appeler une fois. Ce n'est pas les 9 on ne vous appelle pas appeler, qui sont importants. C'est le 1 où on va vous appeler là. C'est ça que vous êtes en train de chercher. Ok? Donc, si vous postulez 4 fois par jour tous les jours, même 5 jours dans la semaine, ça vous fait 80 CV que vous allez envoyer. Donc, si vous envoyez 80 CV, vous allez avoir entre 7 à 8 entretiens. Ok? 7 à 8 entretiens d'embauche par mois. Maintenant, ce que j'ai pu constater, c'est que la majorité des gens finissent à trouver un boulot entre le 6e et le 7e entretien d'affilée. Pourquoi? Parce que ton premier entretien là, tu seras stressé ou bien tu ne seras pas stressé? Très très stressé, c'est pas ça? Donc tu vas gâter le premier entretien. Mais le deuxième entretien, il sera meilleur que le premier, mais il sera moins bon que le premier. Le deuxième sera meilleur que le premier. Et le troisième, meilleur que le deuxième. Et le quatrième. Et le cinquième. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas faire des entretiens, ton niveau va devenir comment? Meilleur. Et généralement, à partir du 5-6e entretien, tu te rends compte que, en fait, les gars là, non, c'est les mêmes questions qu'ils posent. Présentez-vous. Parlez-nous de votre parcours. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Pourquoi c'est vous on doit choisir? Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Quelles sont vos prétentions salariales? Donc, après 5-6 fois à te poser exactement les mêmes questions là, tu commences à développer des réflexes. Quand il commence la question, tu sais où il va finir. Et souvent même, tu peux finir sa question et puis tu peux dire, j'imagine que vous allez me poser telle question, mais voici déjà la réponse. Oui, tu as développé l'expertise. Ton corps est entraîné maintenant pour les entretiens. Et généralement, autour du 7e, 8e, la majorité des gens finissent par trouver quelque chose. Quelques gars, ça va déborder un peu, parce que Dieu veut que votre âme soit suffisamment dure. Mais il y en a, au bout de 2-3 entretiens, ils trouvent. Il y en a qui appliquent cette méthode mieux que moi. Mieux que moi. Il y a une dame, elle a postulé à 4 entreprises, on l'a prise. Elle a fait 4 entretiens en 1 semaine et on l'a retenue dans les 4 entreprises. Et après, maintenant, elle me demande, elle doit choisir quoi? Je lui dis, c'est bon, choisis ce que tu veux. Ok. Donc, vous devez postuler. Donc, c'est pourquoi, quand vous allez voir une offre d'emploi, à la Soko Pao,
Vous savez ce que par où là, c'est où? Moi, je ne sais pas c'est où. Mais les offres d'emploi, dans les entreprises, vous savez que même si on vous prend, vous n'allez pas partir là. Vous devez postuler là-bas quand même. Juste pour aller faire quoi? Gâter l'entretien. Vous voyez, non? Vous allez là-bas pour gâter l'entretien. Avec même vous avez fini de faire l'entretien, on dit non, c'est bon, il te prend, tu dis il ne veut pas. C'était pour m'entraîner seulement, c'est tout. Pourquoi? Parce que vous avez vos entreprises de rêve, c'est pas ça? Les banques, la Banque mondiale, les grandes banques, les opérateurs mobiles, les pétroliers, c'est pas ça? Mais quand tu vas faire l'entretien là-bas, là, comment bat ton cœur? Très fort. Parce que tu as l'impression que c'est une opportunité que tu es en train tu es en train de jouer l'opportunité de ta vie. Donc, tu arrives et toi, ton entraînement d'entretien d'embauche, c'est que dans les grandes entreprises. C'est normal que tu échoues. Mais si tu t'étais entraîné suffisamment avec les petites entreprises et dans ton corps, tu arrives avec 15, 20 entretiens dans ton corps. Quand ils commencent comme ça, présentez-vous là, ça sort, c'est fluide. Quand ils posent la question, ça sort, c'est fluide. Tu causes avec eux comme si c'était tes camarades, tes collègues. Hein? Tu appliques l'une de mes techniques avancées qu'on appelle le nounoiement. Il y a le vouvoiement que vous connaissez, non? Est-ce que vous connaissez le nounoiement? Le nounoiement, c'est une technique où, à l'entretien d'embauche, en fait, tu parles avec tes collègues et tu dis, quand je serai là, voilà comment nous allons faire. Voilà comment nous allons faire. Ok? Est-ce que mon patron est parmi vous? Non, probablement ça sera mon... Ah, ok, boss. Donc quand je vais venir, pendant les 2 premiers jours, je serai dans ton bureau. Tu vas m'expliquer comment on fait ça. Et moi, je vais te proposer ça. Et quand je vais venir, généralement, voilà comment je vais travailler, etc. Au bout du premier mois, il pense que nous allons atteindre tel objectif. Au bout du deuxième mois, il pense qu'on va arriver ici, etc. Il n'est plus en train de parler à un candidat. Il est en train de parler à qui? Son collègue. Donc quand l'entretien finit, on te demande, est-ce que vous avez une question? Tu dis oui. Quand est-ce que je commence? J'ai hâte. Et tu dis, mon bureau sera vers où? C'est même pas comme si, est-ce que vous allez m'embaucher? Non. Mon bureau sera vers où? Vous comprenez? Mais tu ne peux pas développer une telle maîtrise si c'est ton premier ou ton deuxième entretien. C'est pourquoi vous devez gâter suffisamment d'entretiens. Gâter suffisamment. C'est-à-dire que vous postulez pour gâter. Pour améliorer le niveau. Je n'ai pas trouvé une autre façon d'améliorer le niveau de quelqu'un en entretien que de faire des entretiens. On peut tout te dire, hein, mais quand tu arrives là-bas, là, tout ce que tu as appris là, tu oublies. Quand il est là, il faut me dire, il peut parler comme ça qu'à demain. Ok? Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Donc postulez suffisamment en adaptant votre CV aux offres d'emploi déjà disponibles. Et puis la troisième chose, c'est de mener l'entretien d'embauche et non le subir. Okay? Souvent, vous subissez l'entretien d'embauche, mais imaginons que je vous donne un document dans lequel je vous explique toutes les questions qu'on peut vous poser à un entretien et je vous donne toutes les réponses à ces questions et la bonne façon de donner ces réponses. Est-ce qu'arrivé à l'entretien, vous allez être stressé? Non, parce que vous avez déjà tout. Ok? Voilà. Donc, quand vous faites ça, postulez suffisamment. Vous faites un très bon CV qui correspond exactement à la personne qui est en train de chercher. Et vous allez mener l'entretien d'embauche et non le subir. Très souvent, les gars vous gardent. Okay. Mais ça m'a pris 2 ans pour comprendre. Ça m'a pris 2 ans pour comprendre. Parce que au départ, c'était les grosses entreprises. J'ai fait entretien à Total, ils ne m'ont pas pris. J'ai fait entretien à Unilever, ils ne m'ont pas pris. Unilever, il y a une dent contre eux. Une bonne dent. Pendant que je cherchais du travail, j'ai fait des entretiens, ils ne m'ont pas pris. Après, je suis rentré chez Move. Et puis, il y avait un poste. J'ai fait entretien encore, ils ne m'ont pas pris. Et puis après, je suis arrivé chez Orange. Il y avait un poste. J'ai fait entretien encore, ils ne m'ont pas pris. J'ai décidé que moi, plus jamais, je ne vais travailler pour Unilever. Et après ça, maintenant, j'étais là. Je pense que ça devait être dans les 2007-2017. Et il y a un gars qui m'appelle d'Angleterre. Hello, Vincent. Yeah. You have seen my profile, we are interested. J'ai dit yes. C'est où? Non, qu'on va t'envoyer un test en ligne. J'ai fait le test en ligne. On dit bon, ok, tu vas aller faire l'entretien. J'ai dit ok, ça va se passer où? On dit non, tu connais zone 4, tout ça. Il dit oui, mais que c'est où? On dit c'est Unilever. Il dit quoi? On dit Unilever. J'ai dit je ne travaille pas là-bas. On dit mais tu n'as même pas écouté le poste. J'ai dit moi j'ai décidé. Ils m'ont refusé 2 fois. Maintenant c'est moi qui refuse.
Quand il disait que je vais arrêter de travailler pour les gens, il est devenu chômeur et m'assoit à la maison. Mastercard. Vous savez c'est quoi? Ils ont programmé un premier entretien. Et c'est pas venu. Mastercard a programmé un deuxième entretien. On dit, au moins viens. Qu'il y a le directeur Afrique de Mastercard. Qui dit, d'accord, je vois. Et c'est pas parti. Je ne suis pas différent de vous. J'ai compris comment ça marche. Mais il sait où il me voir. Et quand j'ai développé les compétences que les gars là cherchent, c'est simple. Regarde, quand tu as fini de déterminer là où tu as envie d'arriver là, la seule chose qu'il te faut, c'est de trouver les offres d'emploi. Parce que dans les offres d'emploi là, on dit exactement les choses que tu dois maîtriser. Donc il y a des sujets qui ne t'intéressent pas aujourd'hui, mais pour le poste que tu vises là, on dit que tu dois maîtriser ça. Donc aujourd'hui, tu es en train de faire quoi? Te préparer. C'est pourquoi quand on fait les appels à candidature interne là, je les bats, mais c'est pas possible. Les postes qui sont les plus difficiles pour moi, c'est quand on dit société recrute tant, envoyez votre CV. Et puis il n'y a rien en bas là. Ouh, là c'est dur. Parce qu'ils doivent imaginer. Mais s'ils ont fait l'erreur de dire tout ce que tu veux, tu dis que c'est ça que tu veux. Bon, je suis un peu intelligent, un peu quand même. Je dois faire quoi? Comprenez? Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas envoyer le même CV dans deux entreprises différentes. Alors que vous avez combien de CV? On dit un recrute commercial, c'est le même CV là. FIA. Juriste, FIA. Comptable, FIA. Le même. C'est-à-dire que quand le recruteur prend votre CV et puis il regarde ce qu'il est en train de chercher, et puis il se demande, mais en quoi vous correspondez à ce qu'il cherche? Donc c'est normal qu'il ne vous appelle pas. Ok? Donc c'est pourquoi on ne peut pas envoyer le même CV ailleurs. Tu dois toujours adapter ton CV et l'envoyer. Maintenant, soyez prudents. Quand vous avez commencé à faire ça, gardez votre CV et l'offre d'emploi. Pour que quand on vous appelle là, vous sachiez qui vous avez dit que vous étiez. Et la question c'est plus qui vous êtes. C'est ça, non? C'est bon. Ok. La question c'est plus qui vous êtes. C'est qui vous avez dit que vous êtes. Ok? Et je vais terminer en disant, souvent les gens disent, je ne trouve pas d'offre dans mon profil. Vous avez déjà entendu ça, non? Je ne trouve pas d'offre dans mon profil. Déjà, ce n'est pas vrai. Bon, il a fait deux choses. Hein? Je vais vous montrer une chose et puis je vais terminer. Je ne trouve pas d'offre dans mon profil. Déjà, ce n'est pas vrai. Il y a déjà suffisamment d'offres dans ton profil. Ok? Mais, pourquoi c'est problématique? Moi aussi, j'étais en train de chercher une offre dans mon profil. Et ça m'a pris 2 ans. Donc, c'est stupide de chercher une offre dans son profil. Qu'est-ce que j'ai fini par comprendre après 2 ans? C'était... Bon, toi, tu m'as dit que tu t'appelais Yo. On va prendre qui? Qui d'autre? D'accord. Freeman. Tu as fait quoi comme formation, spécialité? Master en économie. C'était quoi la matière préférée que tu avais en économie? Économie et développement. C'était quoi la matière que tu n'aimais pas trop? Technique d'analyse économique. Ton niveau en anglais, c'est comment? C'est moyen. Donc, si Freeman doit trouver une offre d'emploi dans son profil, ça veut dire que société, recherche, économie et développement, très bon en théorie de l'économie, détestant les mathématiques et les techniques d'analyse et avec un niveau moyen en anglais. Ça, c'est ton profil, c'est pas ça? Maintenant, si on est en train d'attendre cette offre-là, ça peut faire combien d'années avant qu'une offre d'emploi comme ça saute? Vous voyez que ça ne va jamais sortir, c'est pas ça? Donc, comment tu peux espérer une offre dans ton profil alors que nous avons tous des profils qui sont un peu bancals? Donc, ça semble être une bonne idée, mais au fond, c'est une mauvaise idée. Donc, au lieu de chercher une offre dans son profil, ce que nous faisons, nous adaptons notre profil aux offres d'emploi déjà disponibles. Tu veux quelqu'un qui est comme ça? Je suis comme ça. Embauche-moi seulement. Ok? Ce que j'ai vu, c'est que 9 fois sur 10, ce qui est plus dur pour la majorité d'entre nous, c'est de rentrer dans les entreprises. Parce qu'une fois que tu es dedans, peu importe comment c'est là, non, tu arrives toujours
à te défendre. C'est pourquoi notre système scolaire, on le critique, mais quand même, il est pas mal, il nous apprend la polyvalence. Le qui est dur, c'est de rentrer. Une fois que tu es rentré là, tu t'en sors. Ok? On arrive à s'adapter. Ça, au moins, c'est bon. Ok? Et maintenant, je vais terminer avec l'offre dans votre profil. Prenez votre téléphone, ceux qui en ont. Si votre téléphone n'est pas totalement éteint, comme le mien, vous allez aller sur Google. Vous connaissez Google? C'est un site iranien. Vous allez sur Google. Vous êtes sur Google? Ou bien vous n'avez pas... Il n'y a pas réseau. Tapez Jobs near me. Job, J-O-B-S, espace near, N-E-A-R, espace M-E. Jobs near me. Jobs near me, là, c'est en entier. Alors, quand vous allez sur Jobs near me, qu'est-ce que vous voyez? Normalement, vous voyez plein d'offres d'emploi comme ça. On appelle ça un job board, ok? Et en bas, c'est marqué plus de 100 autres offres d'emploi, n'est-ce pas? Ok, donc cliquez là-dessus. Ok, c'est bon? C'est sorti, non? La première offre d'emploi que vous voyez là, elle a été postée quand? Il y a 20 heures. L'information que toi tu as selon laquelle il n'y a pas de travail, ça date de quand? Donc l'offre d'emploi qui est épuisée, c'est pour qui? Ok. Maintenant, on va prendre différents cas de figure. Offre d'emploi dans mon secteur d'activité, mon job, et tout ça. Supposons que tu dis, moi, je sors fraîchement de l'école, j'ai besoin d'un stage pour pouvoir soutenir ou bien pour pouvoir commencer ma carrière. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes le mot stage, tapez le mot stage et regardez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des offres de stage? Vous en avez trouvé? Il y en a ou il n'y en a pas? Et c'est un seul ou bien il y en a beaucoup? Il y en a plusieurs. Donc ceux qui n'arrivent pas à trouver ce stage là, c'est quoi votre problème? C'est quel genre de démon qu'il va chasser tout à l'heure? Ok, donc si tu dis non, moi j'ai fini, moi j'ai stage, voilà, tu as vu qu'il y a stage. Hein? Quand je regarde ici, je vois stage, même à Société Générale. Hein? Stage. RIM, Côte d'Ivoire, stage. Massé des autres, stage. Enet Africa, etc. Agence emploi, je n'en parle pas. BNP Paribas, stage. Start Time. Orange, voilà, stagiaire data IA. Donc ton information selon laquelle il n'y a pas de travail, ça date de quand? Ok. Alors quelqu'un d'autre va me dire, moi c'est pas stage que moi je cherche. Moi je cherche, je suis débutant, je n'ai pas encore d'expérience, donc je veux un premier boulot. Donc généralement les premiers boulots sont les postes d'assistant. Effacez stage, tapez assistant et regardez ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Il y en a? Il y a des postes d'assistant. Donc des postes de débutants sans expérience. Après maintenant tu vas me dire, bon, moi vraiment tout ça là, ça c'est pour les gens qui sont allés trop loin à l'école, tout ça là, moi j'ai pas beaucoup de diplômes. Qu'est-ce que peut faire? On dit bon, ok, il y a un métier sur la terre où le diplôme, la condition qu'on te demande c'est un âge. C'est chauffeur. C'est-à-dire que si tu as moins de 16 ans, pour avoir ce diplôme là qu'on appelle permis de conduire, il faut l'autorisation de tes parents. Si tu as plus de 16 ans, tu peux avoir ça sans l'autorisation de tes parents. Donc tu n'as pas besoin de diplôme. Tape un chauffeur pour voir. Ok? Enlever assistant, taper chauffeur. Est-ce qu'il y a des offres d'emploi de chauffeur? Il y a des offres d'emploi de chauffeur. Save the children. Donc chez la première dame, tu peux quitter le quartier. Du quartier à la première dame. Sans transition. Ok? Voici. Après, quelqu'un va me dire, bon, tu as me dit quoi? C'est quoi? Quelle est ton excuse? Peut-être que toi, tu as fait quoi? Un métier un peu bizarre. Tu as fait quoi comme métier? Tu as appris quoi? Archiviste. Ne me dis pas communication marketing, il y en a trop. Prenons archiviste, regardons. Archiviste. Les métiers rares.
Archiviste. 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 Vous avez trouvé quelque chose? Donc, donc tu peux même pas me dire que non, moi c'est parce que moi mon métier est rare. Bon, quelle est ton excuse? Bon, après tu as me dit que non, en fait moi VK même, tout ça, moi ça m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse là, non, c'est l'argent. Donc, tu enlèves archiviste, tu tapes CFA pour voir. Il y a quoi là-bas? Bon, peut-être qu'elle me dit non, en CFA là, c'est vrai, mais moi, il y a des grosses ambitions. Moi, je veux ça en euros. Enlève CFA et puis mets euros, voir. Il y a quoi là-bas? Il y en a où il y a rien. Il y a assez. Donc, mesdames et messieurs, quelle est votre excuse de ne pas travailler? Vous pensez que si moi je décide de retravailler, je peux chômer même un jour? Moi. Parce qu'il a dit qu'il ne veut plus travailler pour quelqu'un. C'est une décision. C'est pas comme si je manque d'opportunités. Et je ne sais pas c'est quoi ils vont me demander que je ne sais pas faire là-bas. Parce qu'avant d'arriver là-bas, là, tout ce qu'ils disent que ça va faire là, il a fait quoi? Il a poussé ça comme un ange. Il va utiliser un autre terme négatif. Okay. Donc, souvent certains disent qu'il y a une crise de l'emploi. Il y a 0 crise d'emploi en Côte d'Ivoire. 0. Moi, j'ai fini ma partie. Ok? J'ai terminé par un verset qui dit que le peuple de Dieu périt faute du diable. C'est ça? C'est pas ça? Non, est-ce que vous avez bien lu votre Bible? Le peuple de Dieu périt faute de... Ouais. Le diable ne peut pas faire périr quelqu'un. Il n'a pas réussi ce pouvoir-là. Cette grâce-là ne lui a pas été faite. De faire périr quelqu'un, il ne peut pas. Mais si le peuple est en train de périr, il manque au peuple. Donc il s'attarde, il s'acharne à empêcher que quoi? Que vous receviez quoi? C'est pour ça qu'il n'aime pas la prédication. Il n'aime pas les mouvements où on va vous parler de Dieu, on va vous donner la connaissance. Parce que si vous avez la connaissance, c'est fini. Mais il sait que s'il cache, dissimule la connaissance, vous allez mourir. Ok? Il va vous faire croire que c'est à cause de lui que vous êtes. C'est pas lui. Mais il a dissimulé quelque chose. Ok? Voilà. Donc, moi, je vous ai donné un peu de connaissances. L'homme de Dieu va arroser ça avec ce qu'il faut. Ok? Voilà. Dieu vous bénisse.